Je suis Rania Bouabdallah, doctorante au CPN à l'Université d'Evry. Depuis des années, je m'intéresse au métier du storyboarder et au storyboard suite à mon stage dans une post-production. Le déclic a commencé quand un jour le chef monteur s'est énervé en disant comment puis-je comprendre les idées du réalisateur sans avoir le storyboard devant moi. Moi, en ce moment, je connaissais pas encore de quoi s'agit-il. Donc, j'ai fait mes petites recherches sur le storyboard et je suis tombée amoureuse de cet outil. Ensuite, je me suis rendu compte que le storyboard n'est pas quasiment utilisé dans le champ cinématographique. Et j'ai décidé de faire des recherches académiques sur cet outil et sur le métier de storyboarder. Donc, je suis venue en France pour faire ces recherches. Cependant, contrairement à mes attentes, je n'ai pas trouvé assez de ressources académiques écrites par des chercheurs français, ni suffisamment d'archives. Donc, j'ai décidé de réaliser cette thèse doctorale, l'émergence du métier de storyboarder dans l'industrie audiovisuelle française et son évolution à l'ère du numérique. Cette thèse se base sur deux approches. La première est une approche théorique, au croisement de trois dimensions, l'histoire du cinéma en France, la sociologie filmique et la sociologie du travail. Elle questionne au premier temps l'évolution du rapport du cinéma français au storyboarder en se basant sur les archives, les revues, les références académiques et les ouvrages spécifiques. Ensuite, elle analyse à partir d'une narration visuelle le rapport du storyboarder au métier et à l'emploi à l'ère du numérique. En se concentrant sur ses relations professionnelles, ses compétences, ses modes d'exercice, sa rémunération, ses satisfactions et son activité syndicale et son statut professionnel. La deuxième approche est empirique, qui unit trois méthodes complémentaires: l'entretien, l'observation et l'enquête statistique. Autrement dit, cette thèse cherchera à analyser comment le métier du storyboarder a intégré l'industrie audiovisuelle française et en quoi le numérique génère-t-il chez les storyboarders une évolution dans la sphère du travail. Encore méconnu, le storyboarder français subit le long de ces années le refus des responsables cinématographiques pour une principale raison plutôt culturelle héritée de la nouvelle vague. Certains réalisateurs restent opposés à l'idée de faire un appel à un storyboarder. D'autres n'ont pas assez du budget, donc ils storyboardent quelques scènes. Et finalement, des réalisateurs qui laissent rien au hasard, tout est déjà prévu sur les planches du storyboard. Et on voit là l'exemple de Jean-Pierre Jeunet. Il a fait ses dessins tout seul. Ensuite, il a fait un appel à un storyboarder qui a traduit ses dessins. Et on voit à la fin le plan final du film. Mais la question principale des responsables du cinéma reste toujours: est-ce que l'utilisation du storyboard enchaîne la liberté du réalisateur et ses acteurs? Peut-on considérer vraiment comme une dépense utile? Tout d'abord, le storyboarding est une étape de préparation et de répétition du tournage avec des représentations graphiques afin d'organiser les pensées du réalisateur, dévoilant en amont les futurs problèmes du tournage, établissant une communication mémorisable entre les intervenants. L'exploitation du storyboard en pré-production doit dévoiler également aux producteurs ce à quoi ressemblerait le film pour apporter une réponse rassurante à leur question fatidique: le film va me coûter combien? En outre, le storyboard a un caractère vital dans la mesure où il peut convaincre les partenaires financiers et il aide à limiter le budget. Ces enjeux ne permettent que de gagner du temps, donc beaucoup d'argent. Tout d'abord, à l'origine du storyboard, en 1907, Georges Méliès expliquait dans les revues cinématographiques que la prévisualisation de la scène avant la réalisation était une étape obligatoire sans laquelle aucune vue n'a chance de succès. Il met donc à profit son talent de dessinateur.
Il prépare les documents techniques dans lesquels il étudie les angles de prise de vue de caméra et le cadrage des plans. Cette préparation se fait dans le but de prévisualiser techniquement et esthétiquement les scènes de trucage. Ces enjeux étaient communs avec ceux de storyboard, lequel n'existait pas encore comme un outil cinématographique. Cet exemple se présente comme un témoignage de l'hypothèse suivante. Méliès a déjà identifié une méthode pour prévisualiser la scène avant de la réaliser, qui est un dessin préparatoire. Cette méthode peut être l'origine du storyboard. Ici, le type de plan est un plan rapproché accompagné par une petite description en plein dans l'œil, situé au-dessus de l'illustration. Ce sont autant d'éléments que l'on trouve également sur le plan de storyboard juste à côté, comme le type de cadrage, la description, le nom de film, etc. Le succès du storyboard suite à son invention dans les studios du Disney par l'illustrateur américain Webb Smith en 1927 a séduit également les réalisateurs hollywoodiens. De l'autre côté d'Atlantique, en France bien sûr, Claude Tonlora a été en train de préparer son film « Construire un feu ». Pendant les découpages, il lui est apparu insuffisant de se limiter à une description décrite des scènes. Il a décidé alors de dessiner entièrement son film, ce qui lui permit de convaincre le laboratoire de lui faire crédit ou, ailleurs, dans une lettre, qu'il s'apprête à tourner ses dessins. Henri-Georges Clouzot s'inscrit également dans la catégorie de ces artisans du cinéma, comme Maurice Tourneur, Fritz Lang et Henri Ménesier, qui considèrent qu'un film est pratiquement achevé quand débute le tournage. Il a fait appel aux grands maîtres décorateurs Andrea Winding, Armand Tirard et Max Douy afin de préparer graphiquement son film L'Enfer. Nous pouvons voir sur la projection les croquis du storyboard fait par ces décorateurs. Dans chaque croquis, ils ont pris en compte précisément quel angle de caméra et quels des objectifs vont être utilisés. De plus, en superposant le cadrage réel et de la caméra, ils ont pu prévoir quelle partie de décor pourrait être construite pour les besoins du cadre sans gaspillage. Dans la même perspective économique, Max Douy, qui a travaillé avec autant Lara et Clouzot, explique comment lui et Jean Renoir ont réussi également à respecter leur budget pour le film Fringe Cancan. Nous avons préparé le storyboard de ce film sur plusieurs semaines afin que nous puissions limiter la construction des ensembles aux seules sections qui devraient être abattues. De cette façon, nous avons réussi à respecter le budget. Cependant, avec l'arrivée de la nouvelle génération des réalisateurs et à la fin des années 50, qui défendaient leurs nouvelles idées contre le studio système hollywoodien, Renoir s'est aligné avec eux en considérant le storyboard comme une barrière contre son aspiration. L'apparition tardive du métier de storyboarder dans le cinéma de prise de vue réelle est la conséquence de la politique des auteurs, puisqu'il fut la victime depuis les années 60. En effet, le storyboard a été considéré comme un outil de production de films à grand budget, du fait de ses origines américaines. Cet outil n'a pas convenu à la nouvelle vague, un cinéma qui reposait sur une autre façon de produire les films, privilégiait le petit budget afin de sauvegarder la liberté de la création de l'auteur-réalisateur et en estimant qu'un film raté d'un auteur sera toujours plus intéressant qu'un film apparemment réussi d'un réalisateur. La nouvelle vague avait également nié le caractère collectif de tout processus de création cinématographique en considérant le réalisateur comme le seul auteur de film. Elle avait abandonné le découpage préétabli et préféré l'improvisation dans la conception du film.
Elle utilisait des petites équipes de quelques personnes et elle privilégiait le tournage dans les décors naturels. Ces partis pris par la nouvelle vague ont donc éliminé tout besoin du storyboarder. Bien que les storyboarders aient accompagné les grands réalisateurs de l'histoire du cinéma dans la réalisation de leurs films, ce métier n'a réussi à intégrer le champ cinématographique français qu'à partir des années 1980, notamment grâce à Jean-Jacques Hano. Traversons le pont de la publicité au cinéma, armé du storyboard, qui est un outil essentiel dans la production des films publicitaires. Il subit l'acharnement des critiques fidèles au cinéma d'auteur, dénonçant les origines ignobles de son cinéma. En 1990, il a décidé de recruter un storyboarder pour son film L'Amant. Il commençait à chercher auprès des écoles d'art et des artistes indépendants, puisque les écoles de cinéma en France ne formaient pas encore des storyboarders. La sélection de storyboarders a été par la production suite à une étude de dossier composée par des croquis demandés aux artistes et aux étudiants qui se sont présentés. Maxime Robière a été ce storyboarder sélectionné. Ces illustrations ont été utilisées au premier temps pendant le casting à Hong Kong. En effet, Hano explique dans le making-of que les acteurs chinois ne parlaient pas l'anglais et il n'y a même pas le moyen de communiquer avec eux, moins de parler soi-même le chinois, qui est un peu impossible. De ce fait, il s'est appuyé sur le storyboard afin d'expliquer visuellement son scénario à l'acteur principal du film. Ce qu'on voit à gauche, sur les photos à gauche. Le storyboard a accompagné également le réalisateur sur le tournage au Vietnam. Ce dernier cherchait à tout prévoir et contrôler sans se surprendre. Un autre réalisateur français peut-être le plus connu par son utilisation du storyboard, Jean-Pierre Jeunet. Ses films sont entièrement dessinés de la première image à la dernière. L'improvisation n'a pas sa place sur le plateau, car pour Jeunet, quand le film arrive à cette étape, ce n'est pas une question de chercher, mais c'est une question de savoir. L'utilisation du storyboard par ce réalisateur est un prétexte afin de trouver et améliorer ses idées, mais également de expliquer visuellement à ses collaborateurs ces idées-là. Il partage les copies du storyboard de films sur le plateau et il suit ses dessins pendant le tournage afin de ne pas perdre ni l'énergie de son équipe ni l'argent de son producteur dans la réalisation des plans non prévus. Afin d'étudier l'évolution de l'intégration des storyboarders dans le champ cinématographique, j'ai réalisé une enquête statistique basée sur la présence des storyboarders dans les génériques de films sortis en 2018. Selon les résultats sur le tableau, les storyboarders français sont intervenus dans 24,29% des films sortis en salle de cinéma. Leur participation est encore assez faible. Le budget moyen de films dans lesquels les storyboarders ont participé est de 14,37 millions. Cela représente 3 fois plus que le budget moyen des films sortis au cours de cette année. Cependant, l'importance de ce chiffre est due à la réalisation exceptionnelle de films à grand budget comme Astérix ou les Frères Sisters, dont le budget dépasse largement chacun les 30 millions d'euros. D'un autre côté, Sherazade, un film de drame social avec un budget de 2,17 millions, a été storyboardé par Maxime Robière, qui est considéré comme l'un des storyboarders le plus cher de France. Le storyboard n'est donc pas seulement réservé à la grande production. De plus, 42% des films sur lesquels un storyboarder est intervenu sont des comédies. Cela peut affirmer aussi que le storyboard n'est pas également réservé au cinéma de genre. J'ai suivi la même démarche statistique pour les années 2017 et 2019.
Ensuite, en s'appuyant sur les résultats, j'ai réalisé les deux schémas suivants afin d'analyser l'évolution de l'intégration de storyboard dans le champ cinématographique. Selon les deux chemins, on remarque que le pourcentage des films storyboardés fait que diminuer. Cependant, le nombre des films sur lesquels les storyboarders ont travaillé entre 2017 et 2019 est stable, avec une légère augmentation. On peut comprendre donc que la diminution des films storyboardés n'est pas due à la diminution de la présence des storyboarders, mais plutôt à l'augmentation des films produits au cours de ces années. Il faut bien garder en esprit que ces résultats ne présentent pas les chiffres exacts car ils sont basés seulement sur les films trouvés dans les collections numérisées du CNC à la BNF. De plus, certaines productions oublient de mettre les noms des storyboarders sur les génériques au fait que ces derniers interviennent très tôt dans la préparation des projets cinématographiques. Entre l'existence et l'inexistence de leur nom sur les génériques de films, les storyboarders sont rarement crédités dans la mise en scène, souvent dans le département artistique et parfois à la fin de ces génériques. Cela illustre la position fragile des storyboarders dans l'industrie cinématographique française. L'intervention des storyboarders sur les projets est minimisée par certains directeurs de production de prise de vue réelle. Leurs travaux ne seraient que des petits dessins et une dépense inutile. Ce préjugé adopté par ces directeurs de prod n'exprime que leur faible connaissance à propos des enjeux de cet outil de préparation de cartographie des risques des projets cinématographiques. Cependant, la position des storyboarders d'animation est beaucoup plus importante puisque leur travail est considéré comme une étape clé dans la réalisation de ce genre de film. Surnommé Director's Hand, les storyboarders sont à la fois très proches du réalisateur, ils peuvent échanger avec lui pendant des heures à propos de ses idées, et à la fois transparents, où ils doivent écouter et comprendre ce que le réalisateur demande et exécuter sans remettre la pression sur son dos. Ils traduisent les mots en action, en décor et en costume, ce que leur fait subir dans certaines productions des remarques et en leur reprochant de voler le travail de chef décorateur ou le chef costumier. Ce qui est complètement faux, car le travail du storyboard est un croquis du film non fini, pour visualiser les idées du storyboarder, et ce qu'il fait le chef décorateur ou le chef costumier est un travail détaillé sur des planches préparatoires fabriquées pour le tournage et visibles sur l'écran. La révolution numérique au niveau du cinéma de prise de vue réelle a modifié les conditions de travail de storyboarder alors basées sur le crayon et le papier. Afin de conserver son utilité et à continuer à exister, le storyboarder s'est adapté à des nouvelles conditions de travail en adoptant une nouvelle compétence, l'infographie. Certains d'entre eux ont choisi de dessiner sur papier puis faire de retouches sur leurs dessins à l'aide de logiciels tels que Photoshop. Aujourd'hui en France, la production de storyboard est généralement assurée par des moyens traditionnels comme le papier, les crayons et le feutre. Tout ce qui n'est pas fait à la main est réalisé par ordinateur. Il s'agit principalement de retouches apportées aux couleurs et à la lumière, sans oublier le stockage et l'archivage des dessins ou encore la mise en page afin de permettre une meilleure diffusion et exploitation. Au niveau du cinéma d'animation, et comme on voit ça à droite, l'utilisation des logiciels de storyboard, principalement Toon Boom, est devenue incontournable dans les studios de production de films d'animation depuis les débuts des années 2000. De ce fait, l'accès des storyboarders à ces studios devient impossible sans la maîtrise de ces nouveaux outils. De plus, les responsables des productions se sont rendus compte
qu'ils pouvaient intégrer justement une autre étape au niveau du storyboard, l'animatique. C'est-à-dire, avant le storyboard ressemblait à une bande dessinée accompagnée par des indications techniques, mais depuis quelques années, les responsables demandent d'animer les personnages en essayant de mixer les deux étapes pour gagner du temps. De plus, afin de baisser le budget du projet, le travail de layoutman s'est progressivement rajouté aux tâches confiées au storyboarder. Ce dernier alors s'est trouvé obligé d'être multicasquette afin d'obtenir un profil compétitif sur le marché du travail. Cependant, le storyboard, le layout et l'animatique sont trois étapes de fabrication complètement différentes et qui nécessitent chacune du temps. L'évolution numérique qui devrait permettre l'amélioration de la situation du storyboarder a ajouté de la pression en lui demandant plus de tâches et plus de travail dans un laps de temps moins important sous le prétexte d'une rapidité liée à la nouvelle technologie. Alors, pour les storyboarders, dessiner sur une tablette ou sur papier nécessite la même durée pour une planche de storyboard. Depuis l'évolution numérique, la situation financière du storyboard varie selon les types de production, prise de vue réelle, animation, publicité, mais aussi selon leur statut professionnel, freelance, intermittent ou artiste, et leur localisation géographique, Paris ou province. Un projet cinématographique ou publicitaire sont mieux payés qu'une série d'animation. Et les storyboarders parisiens gagnent plus que leurs collègues qui sont installés en province. Au cinéma ou en publicité, 67% des storyboarders sont des freelances. En publicité, ils sont rémunérés 40 € par dessin et pour un travail sur un film de fiction, c'est une rémunération par journée variable d'un storyboarder à un autre. En animation, ils sont payés à l'heure ou au forfait. Cependant, ils sont perdants dans les deux cas, car depuis 2004, la rémunération a diminué de 20,61 € par jour pour les storyboarders et 22,31 € par jour pour les chefs storyboarders. Et d'un autre côté, les heures supplémentaires ne sont jamais rémunérées dans le cas du forfait. Depuis 2014, dans le cadre de négociations avec les syndicats des producteurs de films d'animation, concernant les conditions du travail des storyboarders, le SNTPCT essaie jusqu'aujourd'hui de redéfinir certaines tâches de ce métier et les conditions dans lesquelles ce métier doit s'exercer afin que l'apport des nouvelles technologies se traduise par un apport dans le respect du travail du storyboarder. Depuis 2014, il n'y a pas d'amélioration dans les négociations. J'ai assisté à une rencontre entre les responsables syndicaux du SNTPCT et cinquantaine de storyboarders localisés aux alentours de Paris. Les mêmes problématiques évoquées depuis des années étaient encore mises sur la table. En écoutant leurs interventions, on peut comprendre que leur situation actuelle est due à la faiblesse syndicale de ce métier. Cela est le résultat d'une décomposition de la solidarité dans une société du cinéma compétitive. Durant un entretien avec Sylvain Desprez, ce dernier prétendit que les conditions de travail des storyboarders sont celles du maillon le plus faible de la chaîne. Il a ajouté: quelqu'un vous appelle avec des conditions ridicules, vous lui dites c'est ridicule, il vous dit un tel a dit oui et un tel autre a dit oui aussi. J'ai déjà travaillé avec des storyboarders qui acceptent de faire 300 dessins par jour pour un sandwich. Si vous ne voulez pas, bien tant pis pour vous. Parce que c'est ça en fait, quand vous êtes dans une profession qui est occupée par des gens qui ne se défendent pas, au bout d'un moment, on est tous des victimes. Au pays du libéralisme et de laisser-faire, les storyboarders états-uniens n'ont pas le droit d'exercer leur métier s'ils ne sont pas syndiqués. La puissance et l'importance de ces derniers a permis de définir clairement le rôle et la fonction de ces intervenants. De ce fait, les storyboarders bénéficient d'un délai 2 fois plus supérieur à celui donné à leurs collègues français
pour un même rendu et malgré cela, il estime de ne pas avoir suffisamment du temps. En France, le faible syndicalisme dans ce domaine et l'absence des interventions des syndicats dans les écoles d'art et du cinéma afin d'informer, sensibiliser et unir les jeunes storyboarders autour de la culture syndicale a approfondi la dislocation entre les organisations représentatives et les intervenants. Par peur d'être blacklistés par les studios de production et afin de garder leur gagne-pain, rares sont les storyboarders qui veulent être syndiqués ou qui affichent leur activité syndicale. Parfois, certains d'entre eux choisissent de se révolter seuls contre le système. Cependant, ils finissent souvent à la porte s'ils n'ont pas le soutien du réalisateur qui doit également avoir une certaine importance dans le projet pour avoir le dernier mot. Et merci beaucoup.